Pour exister, il faut montrer de bons papiers d'identité. Pour exister, il faut montrer de bons papiers d'identité. Nous nous cachons dans les creux de la terre et tous les étrangers se méfient des fourrières. Il y a de la voix, Serge Geroio prête sa voix à tous les gueux de l'an 2000. Il y a de la voix est une invitation ouverte pour un voyage, lointain ou intérieur, à une autre compréhension d'un bout du monde, des voix comme une peau, qui laissent leurs empreintes, qui exhalent leurs espérances, fichées dans la chair, leur colère dégoupillée, leurs bouteilles chargées d'humanité, lancées sur les ondes fraternelles de radiotransparence. C'est en 93.7 MHz et sur Internet en direct www.radio-transparence.org. Gérard Béraille, je vous dis welcome et bienvenue à Toutis. Au menu aujourd'hui, la saga des Conti, un combat pour la survie. Un jour, le joli mois de mai viendra bousculer vos palais. Un jour, le joli mois de mai viendra bousculer vos palais. Nous vous rendrons vos pitiés méprisantes et nous nous offrirons des lendemains qui chantent. Notre temps viendra, écoutez nos voix. Notre temps viendra, écoutez nos voix. Et les voix groupées, solidaires que je vous propose d'écouter en ce début d'émission, celles de Christian, Jérôme et Xavier, tous les trois liés par le même combat, celui de 1120 ouvrières et ouvriers de chez Continental à Clairoy, dans l'Oise. Rencontre au cinéma Le Casino de Lavelanet, ce vendredi 15 mars 2013, un cinéma pas ordinaire. Nous, nos vies, elles ont été cassées complètement. On l'a pris en pleine figure. Vous savez, quand on vous dit du jour au lendemain qu'il faut tout arrêter, tout plaquer, votre vie associative, votre vie de famille et tout, c'est inacceptable. Ça, c'est du saccage. Moi, je l'ai pris plein, j'aime pas le mot, mais plein la gueule. Je l'ai pris comme ça. J'ai été effondré. Quand je suis arrivé sur ce conflit, d'ailleurs, c'était pas l'histoire que j'imaginais raconter, en fait, puisque quand la fermeture de l'usine Continentale de Clairoy a été annoncée le 11 mars 2009, il était question que la fermeture se passe en 2 temps, une première partie en septembre de la même année et la deuxième partie l'année suivante. Donc j'avais imaginé, d'ailleurs non, j'avais pas imaginé, parce que je n'arrivais pas justement à imaginer comment est-ce qu'on peut vivre pendant ces mois qui vont sembler une éternité dans une usine dont on sait qu'elle va fatalement fermer. Comment est-ce qu'on peut avoir le cœur à travailler, à produire à rentable, hein, c'est-à-dire à faire la production, comme on dit. Donc voilà, je m'interrogeais là-dessus et j'avais commencé à entreprendre, à écrire un travail documentaire dans lequel j'accompagnerais, sous forme de portrait, quelques ouvriers de cette usine jusqu'à la fin. Voilà. Donc j'allais faire un film sur la résignation. Et finalement, les Conti ont changé la fin de mon histoire, donc j'ai dû revoir ma copie. Et puis quand j'ai commencé à approcher d'un peu plus près les coulisses, hein, les principaux protagonistes de cette histoire, j'ai découvert qu'il y avait un autre sujet qui était très intéressant, qui était comment se fabrique une lutte. Voilà, de l'intérieur, comment est-ce que les gens s'organisent là, donc il y avait effectivement le comité de lutte, les assemblées générales, et comment tout ça fonctionne. Tu arrives à penser que Continental, il va balancer à peu près 200 millions d'euros dans le plan social. Et ce qui est complètement aberrant, c'est de te dire que c'est encore rentable de faire ça, qu'ils vont encore y trouver leur compte. Est-ce qu'ils dorment tranquilles la nuit?
Parce que nous, on ne dort plus. On disait, merde, le matin à 5 h, le réveil il sonne, on va claquer le réveil contre le mur. Mais maintenant, on cherche le réveil à 5 h. 8 heures par jour, vissé à ma machine, une vie transparente, soudée à mon usine, la casquette de travers, j'avais la classe ouvrière, c'était toute ma vie, mon droit à la misère, jusqu'à cette lettre qui dit encore merci, c'est ça au RMI dans un faubourg de Varsovie, j'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un pas plus deux, mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer, pour que continue le combat ordinaire. Les fatales Picards, combat ordinaire. Et c'est toujours quand 5 heures sonnent qu'on réveille les condamnés, chanter Jean Ferrat. Malaise. Depuis qu'un président ordinaire trône comme un pape ordinaire, pauvre parmi les pauvres, qu'un ministre ordinaire du budget copine avec des spéculateurs ordinaires, il est bon de rencontrer des gens pas tout à fait ordinaires dans un conflit social vraiment extraordinaire. Oh, vous en avez entendu parler, c'est sûr. Vous les avez vus à la télé parfois et puis la mémoire faiblit, paresse et plonge dans le bulletin météo sous les jupes d'un cardinal ou d'une vedette très people. Toutes ces insignifiances qui creusent des trous dans nos consciences plutôt que de les alimenter. Et pourtant, les Conti, c'est un peu de nous, c'est la mise à mort de la classe ouvrière, c'est un changement de société par la force de l'argent et la brutalité du patronat international, c'est la soumission des pouvoirs politiques, léchant le sucre des capitalistes. C'est bête à pleurer. C'est suffisant pour se révolter, ne pas lâcher sa parcelle de dignité. Les Conti, c'est aujourd'hui un film de Jérôme Palto. C'est une chaîne précieuse de témoignages, dont celui de Christian Fougeroux, qui vit sa reconversion en Ariège. C'est aussi la parole de Xavier Mathieu, porte-parole de femmes et d'hommes en colère. À travers leurs interventions, entendez les milliers de voix, les milliers de vies fracassées, les milliers de volontés qui veulent rester debout, dignes et respectés. Comme on pique une colère, plus têtu que tous les vieils hommes et la mer, pour que continue le combat ordinaire. Jérôme Palto, réalisateur documentariste du film La saga des Conti. Au fur et à mesure que j'ai été de plus en plus admis dans les coulisses et au plus près des événements confidentiels et que les gens finalement vivaient cette lutte, leur bagarre à côté de moi sans plus voir la caméra. Là, j'ai commencé à capter des scènes que j'ai trouvées fascinantes. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'avais une bonne histoire, voilà, que j'avais des personnages qui sont lumineux, énergiques. Bon, il y a les deux, évidemment, qu'on connaît le plus, hein, qu'on voit sur l'affiche. Le jeune lion, Xavier Mathieu, et le vieux renard, Roland Spirko. Mais autour d'eux, il y en a aussi d'autres qui prennent la parole dans le film et qui constituent une sorte de tribu. Voilà. Et donc, j'ai trouvé là des personnages de cinéma presque fordiens, je dirais. Et je me suis dit, ça, je vais le mettre en relief, je vais le montrer de telle sorte que on ressente au mieux la dramaturgie qui se dégage de cette histoire. Les émotions, les rires, les pleurs, les frissons, on a peur par moments. Certaines personnes disent que c'est un western, voilà, mais un western qui porte quelque chose, qui porte la parole des ouvriers, qui porte un certain nombre de messages qui sont dans ce film et que chacun va capter selon sa sensibilité par petites touches comme sur un tableau, quoi, un tableau de la classe ouvrière aujourd'hui. Je fais le rêve d'une autre France. Alors bien sûr, je comprends bien que certains cèdent à la panique. À force de crier au loup à travers ce tube cathodique, j'entends ces chants pas catholiques. Rendons utile toute cette colère pour
qu'elle transforme nos quotidiens. Et que l'on s'aime, que l'on saillisse, nous vivrons tous le même chemin que d'autres appellent le 18 juin. Ça leur plaisait pas toujours ce que disait la presse, mais ils avaient pris le parti quand même de jouer le jeu avec eux. Voilà. Et d'avoir un regard sur ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient. Et d'avoir un regard là-dessus. Bon, après, je ne veux pas dire que ça les influençait. Je pense pas qu'ils aient changé de stratégie dans ce conflit en fonction de ce qu'aurait diffusé ou pas la presse. Mais voilà, donc ça leur plaisait pas toujours, mais ils continuaient à accueillir les journalistes et même des fois à les inviter chaque fois qu'un événement important arrivait. Et donc voilà, il y a eu voilà, j'ai rien à dire moi là-dessus, et en plus, si vous voulez, moi j'ai quand même un avantage, c'est le temps. Voilà. Par rapport à un travail documentaire. Bon, beaucoup d'ailleurs de journalistes que j'ai rencontrés étaient eux-mêmes documentaristes, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Et voilà, j'ai eu plus le temps, la proximité. Bon, il se trouve que j'habite le village aussi, où se trouve l'usine. Clairoy, voilà, depuis 20 ans maintenant. Et que, bon, je connaissais une partie aussi, pas beaucoup finalement, mais je connaissais quelques ouvriers qui travaillaient là-bas, bien sûr, de rencontres à l'école, etc. Et j'ai passé... Donc voilà, je me suis impliqué dans cette histoire. Je suis passé devant l'usine le 11 mars au matin. Dans la voiture, j'entendais l'annonce de la fermeture. Bon, il y avait déjà eu des rumeurs avant. À la radio, je tourne et je tombe en face de l'usine. Et là, je vois tous les ouvriers assemblés devant un feu de pneus, des baudriers de toutes les couleurs, etc. Et c'est un choc. C'est un choc visuel, c'est un choc audiovisuel, même parce qu'il y avait le son dans la voiture et l'image à l'extérieur, à travers la fenêtre, comme à travers un écran finalement. Et puis d'une grande violence quand on découvre ça chez soi, dans la réalité, et pas seulement de loin par ondes cathodiques interposées. Et le jour même, je suis allé chercher une caméra et je suis revenu pour essayer de commencer quelque chose. Venir les lever le matin, le soir les coucher et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue, mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi, ils peuvent genre pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Vous avez toujours tourné en solitaire, pas d'équipe de tournage, de preneur de son? Il y a des moments, j'aurais voulu avoir un ingénieur du son avec moi sur ce film, parce qu'il y avait des moments extraordinaires et bon, je faisais ce que je pouvais avec un micro sur la caméra, bon, un micro de qualité quand même, hein. Et j'ai tourné les entretiens par contre a posteriori, donc là dans des conditions presque studio. Mais en fait, il y avait aussi l'avantage d'être seul, c'est aussi de pouvoir créer une proximité plus facilement, une petite caméra, pas une grosse. Donc voilà, c'est une autre approche aussi pour les gens. Et en fait, voilà, ça m'a permis aussi évidemment de faire ce travail d'immersion peut-être plus facilement. Mais je peux pas dire que c'était un choix technique particulier, il n'y avait pas de choix technique, j'utilisais plusieurs caméras. J'avais l'occasion d'en prendre une plus performante, mais c'est pas ça qui joue. Enfin, la qualité de ce film-là, je pense qu'elle est vraiment dans son contenu et dans la parole qu'il dit. Il y a deux personnages, si vous voulez, comme je vous dis, Xavier et Roland, Xavier qui était délégué, et Roland retraité, militant ouvrier, qui avait été l'animateur d'un très grand conflit social dans les années 90 à Creil, l'usine Chausson.
et qui avait duré 4 ans. À la fin, il y avait encore 2000 salariés dans cette usine-là, et qui avait obtenu un plan social effectivement exceptionnel, quoi. Pas de personne à la NPE, voilà, c'était avec les constructeurs automobiles. Et donc cet homme avait une grande expérience à la fois juridique, syndicale, humaine aussi, et Xavier l'a appelé pour lui demander des conseils, pour lui demander de l'aide. Et après, c'est vrai qu'il a été quand même l'instigateur d'une bonne partie de la stratégie de lutte qui a été développée par ces ouvriers, où on voit beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité. C'est ça qui est aussi intéressant à éclairer. Et il est devenu, oui, effectivement, le conseiller. Mais Xavier Mathieu vous en parlera beaucoup mieux que moi, parce que il a été son mentor, et entre eux, c'est créé une relation aussi exceptionnelle. L'activité syndicale était une activité revendicative jusque-là, ou d'accompagnement de la politique patronale. Il se dit facilement que l'emploi était bon, les salaires étaient bons, les conditions aussi, et il n'y avait pas encore anguille sous roche l'année précédente. Alors ça, encore une fois, c'est plus les ouvriers qui vous répondront, parce que moi je ne suis arrivé que le jour du conflit, mais évidemment les racines sont bien antérieures. La raison qui déclenche la colère, la grande lutte, comme on a dit souvent, c'est vos emplois sont supprimés en 2012, en attendant, bossez davantage pour pas gagner plus. On est dans un contexte politique où on avait entendu un autre type de slogan. Ce n'était qu'un slogan. Alors le contexte, c'était que, en fait, vous aviez à l'époque un syndicat majoritaire qui était la CFTC, qui avait signé cet accord de retour aux 40 heures, avec également la CGC. Bon, moi je discute pas sur sur l'opportunité ou pas de cet accord, et plutôt sur peut-être la sincérité. Finalement, je pense qu'il y croyait lui-même. Et qu'il a été extrêmement déçu quand il a vu que cet accord n'avait pas été respecté. Évidemment, ça faisait qu'il avait perdu crédibilité auprès de l'ensemble des ouvriers de l'usine, et qu'il fallait changer de système. Alors changer de système, c'est un petit peu abolir la prépondérance des syndicats, enfin en tout cas de ceux qui ont un mandat syndical, et de fonctionner vraiment hors syndicat sur le principe d'une assemblée générale, etc. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dès le début de ce conflit, d'ailleurs, c'est quand je traînais dans les AG devant l'usine, où les gens attendaient entre deux AG, etc., puis qu'il y avait des petits appels au parleur, on disait le comité de lutte réclame des salariés non syndiqués, et plusieurs fois de suite, on a besoin de salariés non syndiqués pour faire partie du comité de lutte. Au bout de la deuxième fois, ça m'a interpellé. Je me dis, tiens, il se passe quelque chose d'original dans cette histoire. Et c'est bien sûr ça aussi qui m'a amené à vouloir aller plus près des coulisses et plus près du cercle un petit peu de ce conflit. Notre idéal, bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Et en réalité, ce que les ouvriers n'ont pas voulu lâcher dans ce diktat patronal, c'est un tiers de la prime vacances, 40 heures payées 35, et avec ça, les partis de droite localement fanfaronnés, ainsi que la CFTC, qui n'avait vu que du bleu naïvement. On lâche rien, on lâche rien. Ce que je peux vous dire, c'est que les couleurs sont vite tombées. D'ailleurs, ça se voit dans le film. C'est-à-dire que dans le film, au début, vous voyez les premiers jours, tous les syndicats portant des baudriers, des drapeaux, et ça veut les montrer, etc. Et puis, au bout de quelques semaines, très rapidement, il y en a de moins en moins, parce que justement, il y a un comité de lutte qui s'est créé où fusionne tout le monde, où des gens d'ailleurs qui ne pouvaient pas s'encadrer avant se sont découverts, et il y a des relations nouvelles qui se sont créées. Ça a été très très riche humainement.
humainement aussi pour ça. Il y a des gens qui se sont révélés humainement. Et alors que qu'ils soient adhérents d'un syndicat ou délégués ou simples salariés qui n'a ni mandat ni adhésion, voilà, ça s'est fabriqué comme ça. Il n'y avait plus de raison de dire je suis de tel ou tel syndicat, etc. Et ça, bon, je vous dis pas que ça a été facile, qu'il y a eu des coups de gueule au début, il y a eu des empoignades, mais voilà, ils ont vite réalisé que c'était leur seule solution, probablement. Et ensuite, dans le film, vous voyez que les couleurs tombent. On ne voit plus personne portant baudrier, etc. Parce que ça ne veut plus rien dire dans cette histoire, en réalité, pour eux. Le point le plus important, il y en a pour qui c'est l'argent, mais nous, en tant que syndicalistes, c'est notre avenir, avoir un toit le plus longtemps possible. Et si demain les 1120, on retrouvait tous un boulot dans les 6 mois, on pourra très bien dire, bah ok, on allonge la prime. Si on a privilégié le fait d'avoir du temps devant nous, c'est parce que les 1120 dans 4 ans et demi, il y en a quand même quelques-uns qui vont être dans la merde. Hein. Il va falloir rapprendre un métier, et puis quoi, on a tous ici, on est tous capables d'aller retravailler dans une usine, c'est tout. Hein. Pour être manœuvre. Hein. Et ça, du boulot comme ça, il y en aura de moins en moins des places. Je suis pas militant, hein. Je considère pas ce film comme un film militant. Je préfère dire un film engagé. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est créé, mais plus de l'humain, du domaine de l'humain, des relations, alors que ça soit du collectif ou de l'individuel. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable esprit de fraternité qui s'est créé, avec des péripéties, des dangers, voilà, une vraie comédie humaine en quelque sorte. Et donc ça, c'est surtout ça que je garde, et parce que j'ai aussi moi vécu une expérience exceptionnelle dans ma vie de cinéaste en racontant cette histoire. Donc c'est surtout ça pour moi qui prime, c'est vraiment l'humain, c'est vraiment cette comédie humaine, oui, et cet esprit, et individuellement aussi, des gens se sont révélés. C'est-à-dire que voilà, il y a des talents qui étaient cachés pas seulement chez les deux principaux protagonistes qu'on voit sur l'affiche, mais dans toute la tribu qui est autour, des talents cachés qui étaient enfouis et qui se sont découverts une intelligence. Vous savez, c'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on est un imbécile. Il faut pas croire ça du tout, parce qu'il faut être intelligent pour faire un travail manuel. Et c'est une intelligence qui ne pèse pas moins que celle de quelqu'un qui fait un travail entre guillemets intellectuel. Et cette intelligence manuelle, il suffit de la solliciter. Alors évidemment là ils étaient au pied du mur, donc ils ont dû se surpasser. Et cette intelligence manuelle, elle se transforme en intelligence tactique, émotionnelle, en très peu de temps finalement, parce qu'elle est là. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'Internationale. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. Vous vous étiez donné une barrière de ne pas aller recueillir la parole patronale, même si la direction centrale est en Allemagne? La direction était peu diserte sur le sujet. Elle a accordé quelques interviews. J'en ai fait une moi-même du directeur de l'usine, donc qui fait une courte apparition dans le film, que je n'ai pas utilisé plus longtemps dans le film parce que j'attendais autre chose de son discours. Je pensais qu'il allait se livrer un petit peu ses sentiments, et il est resté assez formaliste sur les raisons de la fermeture et la stratégie du groupe, etc. Donc j'ai pas été plus loin, mais autrement je n'avais pas non plus la possibilité de filmer les négociations dans la salle où se trouvait la direction pendant les discussions. Avec les ouvriers, les syndicats, je pouvais faire ce que je voulais parce qu'ils avaient pris le parti de m'accepter, de me laisser faire ce travail-là. Mais avec la direction, voilà, j'ai eu une interview et quelques images sur Avec Christian Fougeroux maintenant.
Il est douloureux sûrement de rembobiner le film et de revenir à des dates précises, mais il a bien voulu jouer le jeu. Christian, si je dis 11 mars 2009, c'est une date qui de suite est éclairée de quelle façon et ça résonne de quelle façon dans votre tête, dans vos souvenirs, si toutefois c'est déjà un souvenir? C'est un souvenir, mais ça reste un mot dramatique. J'ai vu ce jour-là une cadre passer devant ma machine. C'était une personne qui venait d'arriver dans l'entreprise, qui était pleine de projets et tout. Je l'ai vu passer en pleurant devant ma machine et qui m'a dit en me regardant, je crois que j'ai misé sur le mauvais cheval. Et là j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai regardé mon collègue à côté sur la même machine que moi, je lui ai dit il y a un problème. Et ce jour-là, ce fameux jour, notre chef est passé dans tous les ateliers et m'a dit tu arrêtes ta machine, tu mets l'arrêt d'urgence, on part en réunion, on ne sait pas à quelle heure on rentre, donc tu vas à la douche et tu redescends habillé. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas si on redescendait. Et j'ai dit à mon collègue, regarde bien la machine, on l'arrête. J'ai mis l'arrêt d'urgence et on la redémarrera jamais. J'avais raison. On laisse la place à ceux qui voudraient qu'on traverse le monde en se bandant les yeux. Ils dénigrent notre musique, notre art, nos discours, se moquent de nos rêves, nos cultures, mais la roue tourne. Au début ils t'ignorent, ensuite ils te raillent. Un jour ils te combattent, un autre jour tu gagnes. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Et Christian et des centaines d'autres, ils mettaient tout ce qu'ils avaient dans leur boulot. Qu'est-ce que vous faisiez sur quel type de machine et quelle était l'ambiance de travail au moment où c'était plein pot, ça tournait rond les pneus? Disons que moi j'ai connu 8 ans, les 8 premières années, je crois que c'était en 2006 où j'étais au service qualité, où on était plein de projets, ISO 9002, la qualité totale, jusqu'à la mise en place de la norme, tout allait très bien. D'un seul coup on a commencé à fermer des services, dont le mien, en me disant puisque l'ouvrier fait la qualité, il la contrôle également, donc on m'a proposé, moi, la porte ou la fabrication. Donc les 12 ou 13 années suivantes, j'ai choisi, contraint et forcé, la fabrication, parce que j'envisageais pas la porte. Quand on a fait 8 ans dans une entreprise, on n'envisage déjà pas la porte. Donc j'ai choisi la fabrication. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un esprit Conti à Corroy et qu'on se sentait d'une certaine façon responsable de la bonne marche de l'entreprise? Non, moi à mon niveau, ce que je vivais, c'était mon travail, c'était ma vie, c'était comme beaucoup. J'avais un mot qui revenait à l'époque où je trouvais qu'on était un peu pétochard, c'est-à-dire que quand il fallait débrayer pour soutenir une usine, 2 heures en fin de journée, en milieu de semaine, on s'entendait répondre non, tu comprends, j'ai des cadeaux à faire aux gamins, j'ai ceci, et on vivait tous un peu ça. Et le jour où ça a fermé, cet état d'esprit-là, on l'a perdu un peu. J'aime pas le mot pétochard, mais c'est le premier qui me vient. C'était un peu, on travaillait pas les uns pour les autres, on travaillait pour soi-même d'abord, comme je crois dans beaucoup d'entreprises quand tout va bien, jusqu'au moment où ça commence à dérailler. Oui. Justement, c'est au moment où ça déraille que les solidarités naissent et des choses insoupçonnées quelques semaines, quelques mois avant se mettent en route, parce que quand on dit Conti, même aujourd'hui, il y a une idée d'une lutte forte, d'une forte solidarité et même jusqu'à la violence. Mais ça, ce sont les mots du patronat, violence. Pas les nôtres. Moi, de mon côté, j'étais non syndiqué, j'étais ouvrier qui faisait son travail avec sa vie associative très pleine. J'étais membre de la Croix-Rouge, accompagnateur des personnes handicapées à l'APF. Je travaillais comme aide à la patinoire de Compiègne. Je soutenais une équipe, je soutenais techniquement et médicalement une équipe. C'était génial. Donc j'avais ma vie toute construite et tout. Et la page s'est tournée le jour où Xavier, en Assemblée Générale, a demandé de voter à main levée, en gros, ce que j'ai analysé aujourd'hui comme étant la fermeture de l'usine, puisque on nous demandait brutalement de choisir de travailler 1 an. Et après, c'était fini. Faire des pneus pendant 1 an quand on nous disait qu'il y en avait trop,
On ne comprenait pas. Donc l'ambiance a réellement passé au combat. On est vraiment passé à ça le jour où on a tous ensemble voté la fermeture, c'est-à-dire la non-reprise du travail. On ne savait pas encore à ce moment-là qu'on fermait l'usine. On a tenté une reprise, mais tout se décidait ensemble. C'est à ce moment-là qu'on a réellement créé ce phénomène de groupe, ce phénomène de combat. Mais avant, on essayait chacun de son côté de sauver sa tête. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'entendais les copains qui disaient bon, moi je vais vite aller chercher du boulot ailleurs et tout. Moi j'avais peur de l'avenir, j'avais peur de tout ça, j'avais des idées noires dès le départ. Je me suis vite ressaisi grâce à la vie associative, j'en ai fait mon métier. Mais non, c'est le jour où on a voté, pour moi je l'ai ressenti, le jour où on a voté la non-reprise de travail, où là j'ai senti que le vent tournait. Dignité, ça se conjugue comment sur le bout des doigts? Ça se conjugue comment individuellement, collectivement? Dignité, solidarité. Malgré la forte solidarité, forcément, c'est un événement traumatisant que l'on vit tout seul, en famille, dans l'intimité et même peut-être encore plus seul que ce que l'on peut imaginer. Moi, je l'ai vécu d'abord avec la famille, d'abord avec les soutiens, avec comme tout le monde sur place. Après, il a fallu, parce que la formation que j'avais choisie m'obligeait à des délais, il a fallu que je me mette en place pour mes formations et que je me mette un petit peu de côté. Donc, j'ai choisi de faire ma formation et d'être là au maximum pour certaines manifestations. Et après, progressivement, donc j'ai fini par me mettre dans le bain de la formation. Je suis maintenant ambulancier, c'était cette formation. Ça a duré 1 an. Et donc j'avais 1 semaine de cours et 1 semaine à la maison parce que je ne pouvais pas à l'époque travailler pour une entreprise autre que Continental puisque j'étais toujours sous contrat Continental. Et une fois que j'ai eu mon diplôme d'État, est venu le moment de se dire bah maintenant je fais quoi? Je voulais pas travailler sur Paris comme ambulancier, c'était pas une vie qui m'intéressait. J'avais envie de vivre autre chose, c'est-à-dire fini la guerre, j'avais envie de trouver un petit peu la paix et je me suis expatrié et finalement aujourd'hui ce combat des Contis je le vis toujours. J'y pense toujours. J'ai vu, vous savez, le film l'autre jour des Florange, et à la fin du film, L'Acier Trompé, pardon, Florange, L'Acier Trompé, et à la fin du film, il y a un des intervenants qu'on voit plusieurs fois dans le film, comme dans mon cas d'ailleurs, et on le reconnaît à la fin, il est sur une table du vestiaire. Et le gars lui pose la question, et maintenant, après l'usine, qu'est-ce que vous envisagez? Et le gars lui a répondu en pleurant, je reste là. Et ça voulait dire tout ce que ça voulait dire. Je reste là, pour moi je la reprends cette phrase à mon actif, ça veut dire je suis figé dans le temps, ça veut dire j'ai plus d'avenir, ça veut dire je reste dans l'usine, ça veut dire tout ça. Et cette phrase, je reste là, elle est tellement réelle. Je suis resté là, mais j'essaye aussi de continuer en même temps et là maintenant tout seul en Ariège. Il faut vendre à la Chine, produire à Colombo, programmer les machines, amortir les robots, liquider l'air liquide, contrôler Santa Fe, faire chuter l'arachide et les cours de café. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, importer du pétrole, courir le marathon, anticiper la crise, cravacher, gagner pour l'entreprise et le pain brioché. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché, c'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Flip, flip, flip. Vous nous avez dit que vous étiez en quelque sorte un enfant de Clairoix aussi, avec des relations de proximité, d'amitié éventuellement avec la plupart des protagonistes. Vous les revoyez aujourd'hui, ils se sont dispersés, ils sont... Alors bon, moi je suis pas un enfant de Clairoix, mais j'ai grandi dans une ville ouvrière et à l'école publique et tous mes copains étaient des fils d'ouvriers et encore mon meilleur ami aujourd'hui, donc plus de 40 ans après, avec lequel je suis toujours en contact régulier. En fait, Clairoix, on se voit, oui, il reste un noyau dur quand même. Bon, à Clairoix même, c'est symbolique, mais c'est pas là qu'il y avait la majorité des salariés du groupe, enfin de l'entreprise, puisqu'il y avait 1120 salariés. C'était plus dans le Noyonnais, à 30-40 km autour de l'usine. Et aujourd'hui, 4 ans,
parce que c'était le 11 mars, donc c'est presque un anniversaire, enfin depuis quelques jours, 2009. Il y a encore un noyau dur qui continue à se voir. Bon, on a un QG qui est quand même le bistrot Le Bon Coin qu'on voit dans le film et qui est sur mon trajet quand je rentre chez moi le soir. Donc chaque fois que je passe devant, je regarde s'il y a la voiture de un tel ou un tel, et puis hop, du coup je m'arrête, boire un café ou une bière le soir, voilà. Et puis donc il y a eu quand même quelque chose qui s'est catalysé dans cette lutte. Il y a des amitiés qui sont nées et qui perdurent aujourd'hui. Et puis il y a un esprit, il y a une famille, une tribu. Enfin, je préfère une tribu. Et les gens continuent à se voir assez régulièrement. Il y a des âgés maintenant, puisqu'il y a encore la possibilité de le faire dans un local annexe de l'usine. Et aux âgés, il n'est pas rare de voir entre 100 et 200 personnes. Donc il y a quelque chose qui... Mais ceci dit, parce que la bagarre pour eux, elle n'est pas terminée non plus. Donc il y a encore des gens qui sont là et qui travaillent, puisque c'était vraiment un travail, ce qu'a fait le comité de lutte. Dernière manifestation, il y avait, mais ça Xavier vous en parlera, il y avait plus de 150 contis le 5 mars dernier. Donc voilà, avec leur veste de travail. Donc il y a une communauté, il y a quelque chose qui reste, oui bien sûr, heureusement. Marcher sur les mains, marcher sur un fil, on joue au malin, on est bien fragile. Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour les humains. Est-ce pour demain ou pour l'an 3000, les beaux lendemains, l'arrivée sur l'île? Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour les humains. Et peut-être une avant-première aussi dans son pays, dans son terroir d'origine, avec les ouvriers eux-mêmes, une séance particulièrement chargée en intensité, en émotion. Alors nous, en fait, nous avons fait déjà une très grosse avant-première où on a invité tous les ouvriers qui voulaient venir, organisée par France 3 avant la sortie du 52 minutes télé. Bon là après il est passé un peu de temps. Là on n'a pas non plus les mêmes moyens, on fait une sortie plus modeste. On est déjà content que des salles de cinéma nous accueillent, donc ça sera pas la même chose. Mais on a eu effectivement la présentation du film, il y avait 700 personnes, dont 500 ouvriers de Continental. Donc c'était un grand moment d'émotion, de retrouvailles pour beaucoup de gens. Et ça c'est fait. Aujourd'hui, le film sort. Voilà, il y aura une avant-première aussi chez moi, donc lundi. Et puis le film sera programmé dans cette même salle de cinéma. Et on espère que le public y viendra nombreux pour que le film vive sa vie. Des armées de poings levés qui défilent, la peur à la fin, la guerre et l'exil. Il y a encore beaucoup de l'histoire ouvrière à filmer, mais peut-être sur d'autres lieux, c'est difficile de raccrocher. Je suppose que vous ne l'envisagez pas, de continuer un post-scriptum. Alors, refaire des films comme celui-ci, j'y ai pas réfléchi. Et puis, les circonstances aussi ont fait que, bon, voilà, ça s'est produit comme ça. Et j'en fais pas une spécialité. Mais en même temps, je pourrais pas raconter une histoire aussi intense que celle-ci. Alors, mais bon, toutes les histoires méritent d'être racontées malgré tout, parce qu'il faut faire connaître. Mais une suite, oui, peut-être. J'y ai pensé, mais j'ai déjà eu beaucoup de mal à faire ce film-là. J'ai mis 4 ans à le sortir. Alors la suite, je vais peut-être attendre un petit peu, et un petit peu d'avoir du recul aussi sur la deuxième partie de l'histoire, pour peut-être cette fois-ci commencer à l'écrire. Oui. Qui annonce qu'on va nous mettre à la porte, nous les derniers. On restait quoi? Une trentaine dans les trop vastes ateliers. Chômage, 2 jours par semaine et l'angoisse d'être viré. Il paraît qu'au Brésil, le sang des ouvriers coûte moins cher, même qu'ils disent merci quand on leur donne une paix de misère. On croyait vivre comme des hommes
on n'est que des bêtes de somme. On va regarder le film ensemble ce soir. À Lavelanet, ville aussi ravagée par le chômage. Il y avait encore une manif ce matin. Un des derniers ateliers du textile qui va fermer. Ça fait écho chez vous, sûrement? Ah ouais. Moi, pour citer, je travaille maintenant à Tarascon-sur-Ariège. Je suis ambulancier chez Haute-Ariège et j'ai été accueilli par un patron et ça m'a surpris. Quelqu'un qui savait qui j'étais, d'où je venais, qui savait qu'on avait combattu et qui m'a ouvert sa porte. Et je me suis rendu compte qu'en Ariège, nous les Contis, on était pour une fois plus des parias parce qu'il y a des moments, j'ai l'impression dans le Nord qu'on est des parias. Ici, on est des héros. Et je ne comprenais pas pourquoi on nous écoutait, pourquoi les patients que je transportais me parlaient de Continental, alors que c'était si loin. Et j'ai découvert que Continental à la fois existait, c'est-à-dire l'usine qui, à l'origine, est à l'origine de tous nos problèmes. Cette fameuse usine que voulait la personne qui a racheté le groupe, une personne qui possédait quand même 1,5 milliard d'euros, qui a acheté 12 milliards d'euros à un groupe qui valait, je crois, plus de 40 milliards. Donc on ne comprend plus les chiffres. Comment, avec si peu d'argent, on peut acheter autant en ne payant que même pas une partie de ce qu'on achète. Ça, c'est Fyodor Rilov, notre avocat, qui le dit. Et ici, moi, j'ai vu des gens qui m'ont écouté, qui me posaient des questions, mais comment ça se fait que vous êtes retrouvés ici? Pourquoi l'Ariège? Pourquoi Tarascon-sur-Ariège? Et je leur raconte le hasard. Et je me rends compte que le hasard m'a rendu dans une ville qui a vécu aussi les fermetures d'entreprises comme Péchinet, qui est saccagée avec la fermeture de Péchinet. On me parle de Lavelanet, on me parle de Tarascon, on me parle de Foix, on me parle de plein de choses. Et je me rends compte que je suis dans un milieu où effectivement on est reconnu parce qu'on a vécu un peu la même chose, sauf qu'on a été moins médiatisé que nous. Et peut-être que les gens, à travers je sais pas, le film des Contis ou notre histoire, peut-être se retrouvent. C'est peut-être pour ça qu'on est accueillis, je ne sais pas. Merci infiniment, Christian. Je vois que vous avez beaucoup de courage pour vous reconstruire. Vous êtes debout aujourd'hui. Disons que je suis debout parce que je suis accompagné. J'ai peut-être pas ma famille ici, mais j'ai des collègues de travail qui m'acceptent. C'est vrai que des fois j'en parle beaucoup. C'est vrai que je reconnais que l'usine, pour moi, c'est une page de mon histoire. J'ai un employeur que je remercie parce que être accueilli par un employeur quand il sait que vous êtes un combattant, faut oser. Et bon, il se rend compte, je lui démontre tous les jours, j'espère que je sais aussi travailler parce que chez Continental, on était des travailleurs, des vrais travailleurs. Ils ont cassé non pas un outil de travail, mais des personnages, des gens qui savaient faire leur travail. Moi, je faisais le mien, j'essayais autant que possible, autant que Xavier, autant que tout le monde. C'est ça qu'ils ont cassé, c'est un savoir-faire, plus que la machine. Merci infiniment. Merci. Ça va? Nous sentons que nous sommes tous plus forts qu'hier, nous les travailleurs, ceux d'Allemagne comme ceux de France. Ich bin ein deutscher Arbeiter. Manif à Hanovre, tout un train entier au siège des Contis. Peut-être que s'ils avaient su qui étaient les gens qui allaient rentrer, ils auraient refusé. Bon, quoi qu'il en soit, on a réussi à rentrer dans l'Assemblée Générale des Actionnaires. Alle zusammen, auf French. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Comme juste titre, on me prend pour un crétin, comme on m'a barré la carrière de mannequin, comme je n'ai pas été élu roi du Mambo, et que devenir chanteur est au-dessus de mon niveau. Comme je suis fauché, malhonnête et fainéant, il me faut un métier lucratif et reposant. Autrement dit, avec toutes ces qualités-là, je suis destiné à devenir homme d'État. Car comme le disait Armand de la Meulière, lors d'une splendide faillite immobilière, si tu es incapable qu'il te faut du fric, pour toi s'impose une carrière dans la politique. Qu'y a-t-il de plus beau sur terre que d'avoir un ministère et l'esprit de sacrifice qui permet d'accumuler les bénéfices? Et une plus belle tâche au monde, satisfaction plus profonde que de porter ce fardeau sans reproche et sans impôt. Ce film-là, j'espère qu'il plaira aux spectateurs qui viendront le voir ce soir à Lavelanet. Et ces spectateurs-là, ou les autres qui le verront, si le film leur plaît, il faut absolument qu'ils essayent de le faire savoir, parce qu'on a, avec les films d'Edurive, le distributeur, très très peu de moyens, pour ne pas dire squelettique.
aucun moyen de promotion, etc. Et le seul moyen que ce film existe et que cette histoire trouve sa place et rencontre et que ce film rencontre son public, c'est vous. C'est-à-dire que si vous êtes responsable d'associations ou de partis politiques dans vos villes, dans vos villages, et ben parlez de ce film, allez voir les exploitants de salles, demandez-leur s'ils souhaitent les programmer ou si vous-même souhaitez organiser une projection en faisant venir le plus de monde possible par votre réseau. Voilà, c'est comme ça que ce film existera, parce qu'il faut qu'il ait l'espace pour que les gens puissent le voir. Et ça va être le rôle aussi demain du public et des associations et de tous les citoyens qui veulent donner la parole à ce film et la parole aux ouvriers. Voilà, nous donnerons le plus large écho possible avec nos faibles moyens aussi, en tant que radio associative. Merci Jérôme. Merci à vous. Allô. Écoutez, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est essayer de préparer cette réunion de manière un petit peu intelligemment pour voir sur quoi est-ce qu'on peut atterrir. Et il faut trouver ce juste équilibre. Aujourd'hui, il faut quand même commencer à y travailler. Dans le contexte actuel, pour reclasser les gens, il faut du temps. Est-ce que tu penses tout de suite? Ah oui, ça serait 2 ans de congé de conversion. S'ils sont prêts à négocier, tambour battant jusqu'au bout. À partir des bénis, oui, oui, mais plutôt des maudits, non, non. J'ouvre grand ma gueule à chanson, je cotise au club des insoumis. Et un insoumis parmi les insoumis, Xavier Mathieu, un des porte-paroles des Conti, on le dit grande gueule, on l'a trop médiatisé probablement pour l'isoler du reste de ses camarades. En fait, c'est un homme dans une enveloppe humaine, oh, très humaine, que j'ai rencontré aux petites heures blafardes de la nuit. Nous avons monté les escaliers pour accéder au balcon du cinéma, le Casino. Et c'est moi qui étais essoufflé, j'ai fait semblant de dire que c'était lui. Il faut avoir du souffle pour être syndicaliste, tout simplement pour défendre sa place et rester debout. Ah, il faut avoir plus que du souffle, il faut avoir du cœur, il faut avoir des tripes, il faut avoir des couilles et des ovaires pour ce qui concerne les... Ouais, il faut être assez enragé et assez révolté pour... Mais on avait tous les ingrédients pour, quoi. Il y avait cette trahison de Continental, les efforts qu'avaient fait les gens, les efforts qu'avaient accepté les gens pour éviter de fermer leur boîte et qui ont été trahis au bout du compte. Voilà, donc... Oui, on revient à la même leçon de morale syndicale, sociale, tout simplement ouvriériste. Ceux qui ne luttent pas, c'est sûr, ils vont pas gagner. Ceux qui luttent, c'est pas tout à fait certain qu'ils aient la victoire. Quelle est cette victoire amère au bout du compte? La victoire, elle est d'avoir, je pense que sauver l'entreprise, il n'y avait que juridiquement qu'on pouvait le faire. Et je pense que la victoire, elle est d'avoir tenu tête à une multinationale, avoir tenu tête à l'État et de réussir à obtenir le maximum de ce qu'on pouvait obtenir, c'est-à-dire des indemnités, des garanties de temps, un peu de temps pour plus de temps pour trouver du travail, des garanties un peu plus pour les anciens, pour les plus de 52 ans. Voilà, après, on n'est pas les Robins des Bois. Il n'y a personne qui peut empêcher une entreprise de fermer, une multinationale, si ça appartient, à part juridiquement. Et voilà, si on donnait la possibilité aux salariés de contester les difficultés économiques pour lesquelles on les licencie avant les fermetures de boîtes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises, elles licencient économiques. Et puis comme ce qui arrive au tribunal administratif d'Amiens, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les licenciements des délégués en disant que Continental n'avait aucune raison économique de fermer la boîte. Si ce tribunal administratif, on avait eu la possibilité d'aller lui demander son avis avant la fermeture de l'usine, Continental n'aurait jamais pu fermer, puisque apparemment le juge a estimé qu'il n'avait aucune raison de le faire. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Mais en fait, on n'a rien inventé, au contraire.
On est revenu à ce qui était la base des luttes ouvrières avant justement l'arrivée du syndicalisme réformiste comme ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et justement, avant l'arrivée des syndicats, c'était des ouvriers qui se mobilisaient, qui se mettaient en grève, qui faisaient des comités de lutte, et on nommait quelques personnes pour être les porte-parole, et c'est comme ça que ça se passait. Et c'est les bases qui décidaient, c'est les ouvriers qui décidaient de leur sort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'on n'a rien inventé, on est revenu justement aux origines des luttes ouvrières. Oui, et il y a plein de choses trappes en route. On vous a accusé à un moment donné même d'être violent. Mais cette violence, d'abord, c'est le licenciement, non? Ouais, puis on a été violent. Moi, je pense que justement, je pense que l'être humain, il a aujourd'hui perdu un instinct que l'animal a toujours. C'est l'instinct de survie, par tous les moyens. Et je pense que, par exemple, n'importe quel, le plus gentil des labradors, il sera toujours gentil, jusqu'à ce que vous commenciez à lui piquer dans sa gamelle, que vous commenciez à lui prendre ses petits, ou à lui piquer sa niche. Là, il vous mordra. Et je pense que cet instinct, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. La violence, elle est ce que nous font subir les gens en face. La violence, elle est là. La violence, c'est qu'aujourd'hui, sur cette planète, il y a un tiers de la planète qui meurt de faim. En France, il y a 13 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a la violence, c'est les 2 suicides qu'il y a eu chez Continental, c'est les 80 suicides qu'il y a eu chez France Télécom. C'est là qu'elle est la violence. Elle n'est pas ailleurs. Moi, je pense qu'il y aura de la violence. Et malheureusement, la violence, on voit aujourd'hui, la violence, elle est où? Les ouvriers, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, les ouvriers qui sont désespérés, la seule violence nous, on a vu chez Continental, c'est des gens qui ont retourné une arme contre eux. Il y a un mec qui s'est jeté sous les rails à 50 mètres de l'usine. Pourquoi la violence, elle ne serait pas inversée? Ils ont de la chance encore en face. Que ces gens-là, au lieu de retourner les armes contre eux, ils ne vont pas prendre une arme et aller flinguer ceux qui leur ont causé leur perte. Je pense que la violence, elle est chez les gens qui surexploitent des gens qui fabriquent des richesses, et que ces richesses créées par ces gens-là ne sont pas réparties correctement, sont distribuées à des actionnaires qui, cet argent, s'en servent pour aller fabriquer d'autres usines à l'étranger et licencier ces gens qui ont créé les richesses. Vous vous rendez compte qu'en gros, aujourd'hui, on vous explique que ces grâce sont justement aux richesses créées par les ouvriers qu'on a fabriqué des usines à l'étranger pour les licencier après. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Parce que les seuls qui créent des richesses, c'est les travailleurs. C'est pas les patrons, c'est pas les actionnaires. C'est voilà. Non, on n'a jamais vu des actionnaires se mettre en grève ou faire la grève de la faim. Il y a eu quand même on a vu quelques-uns avec les pigeons au début, avec le gouvernement, quelques grands patrons. Bon, eux, ils ont eu gain de cause. Hein. On leur a enlevé la loi qui était prévue. Voilà, donc les actionnaires, ils sont là que pour rentabiliser. Le problème aujourd'hui, c'est que des entreprises françaises, c'est pas qu'elles sont pas rentables, c'est qu'aujourd'hui, les actionnaires demandent au minimum 15% de rendement tous les ans. C'est impossible, il n'y a personne qui fait ça. N'importe qui, personne ne fait ça. Vous savez, quand vous avez une entreprise déjà qui fait 5-6% de hausse à chaque fois, c'est énorme. Aujourd'hui, les actionnaires demandent 15. Là, aujourd'hui, les dirigeants de Continental, les actionnaires de Continental, vont augmenter les dividendes pour les actionnaires de 35 à 50%. Donc il faut aller le prendre sur le dos d'ouvriers qu'on ne paie pas. Et bien voilà, comment ils font? Ils ferment une entreprise. Et la production qui était prévue de faire dans cette entreprise, ils la répartissent dans d'autres. Et les ouvriers de ces autres entreprises fabriquent ces pneus gratuitement, en travaillant plus et en gagnant moins. Voilà comment les actionnaires gagnent de l'argent. Et pourtant, elle tourne. La tendance du gouvernement précédent, avec ses chiens de garde aussi, c'était la criminalisation de l'action syndicale. Aujourd'hui, c'est plutôt l'amadouement d'essayer de faire plus soft, mais c'est à peu près la même chose, non?
Mais vous savez, moi je dis que il y a des gens qui vous disent des fois ouais mais c'est symbolique. Moi je trouve que le symbole c'est très important. Quand Sarkozy il est arrivé au pouvoir, le lendemain il faisait la foire au Fouquet's avec tous les patrons du CAC 40 et il allait en vacances sur le bateau de Bolloré. Et moi le symbole je trouve que d'Hollande, c'est quand il a créé son gouvernement, quand il a mis Emmanuel Valls ministre de l'Intérieur, on a tous compris qu'on était dans la merde. Il n'y a jamais eu autant d'expulsions de Roms, de sans-papiers, il n'y a jamais eu autant de CRS dans les manifestations. Les Goodyear se sont pris des lacrymogènes dans la gueule, tout simplement ils ont manifesté devant le siège de leur société, ils ont été complètement entourés de CRS, ils se sont fait gazer. Voilà, l'État, les CRS protègent les patrons de Goodyear, ne protègent pas les salariés. Même quand un citoyen dit à haute voix à Hollande, mais où sont tes promesses? On l'embarque. Mais ouais, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de la loi d'amnistie. Les socialistes ne veulent pas la faire. Mais en ce qui me concerne, par exemple, et en ce qui concerne beaucoup de syndicalistes, il n'aurait pas besoin de la faire. Parce qu'il aurait suffi qu'il respecte sa parole. Parce que quand il y a eu les 2 procès à mon procès, il y a eu 2 procès pour refus de prélèvement ADN. François Hollande, lors de la campagne électorale, il a envoyé Laurence Rossignol, qui est une porte-parole nationale du PS, pour dire que François Hollande élu, il reviendra pour ce qui est du fichier ADN à ce qu'il était prévu au départ, parce que c'est quand même le Parti Socialiste qui l'a mis en place, hein, c'est pas la droite. Hein. En 2001, c'était pour les criminels, les violeurs, les pédophiles, à la limite on peut comprendre. En 2003, il a été élargi aux violences à la personne. Et Hollande avait promis, et Sarkozy en 2005 l'a élargi à tous les délits. Et Hollande s'était engagé à le remettre à ce qu'il était au départ. Aujourd'hui, normalement, j'aurais même pas besoin d'être amnistié. Ce mec n'a pas tenu sa parole. Voilà, le problème, il est là. J'ai vendu ce qui me restait au bord de la rivière. J'ai vendu ce qui me restait au bord de la rivière pour payer le procès que j'ai fait à le bel été aux auteurs de mes misères, aux auteurs de mes misères. C'est un bilan catastrophique. Je pense que les milliers d'euros distribués pour les licenciements, d'ailleurs la presse à l'époque n'en a fait que ça, n'a parlé que de ça, n'a parlé que des 50 000 euros, pas parlé des 2 ans de congé de convention qu'on a obtenus, les mesures d'âge. Et malgré tout ça, il y a aujourd'hui sur 1120 personnes, il n'y a que 250 CDI. Sur 250 CDI, il y a quasiment les 100 cadres de l'entreprise qui ont trouvé du travail. Et le reste, c'est des gars qui ont un métier. Tout le reste, il y a 600 personnes à Pôle emploi. Il y a eu 80 commerces de créés ou de repris. Sur 80, il y a 70% qui ont mis les clés sous la porte. D'ailleurs, dans le film, à la fin, il y a une petite note d'optimisme où justement il dit qu'il y en a pour qui c'est une catastrophe et il y en a qui ont rebondi dans la vie. Et à la fin de ce film, et il y a 4 entrepreneurs de cités dans cette entreprise. Sur 4, il n'y en a plus qu'un qui existe. Les 3 autres ont fermé la porte. Donc et pourtant un film qui a été fini, qui n'est pas vieux. Depuis, il y en a 3 sur 4 qui ont fermé la porte, quoi. C'est un bilan aussi catastrophique au niveau des divorces. Il y a entre 250 et 300 divorces depuis la fermeture de l'usine chez Continental. Il y a eu des enquêtes du CHSCT qui ont été faites, un questionnaire qui a été envoyé par justement la médecine du travail, où on s'est rendu compte d'un bilan de gens addicts à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, aux antidépresseurs, des gens suicidaires. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de violence, mais elle est là la violence. C'est le bilan de la fermeture de cette boîte, c'est plus qu'une violence, c'est une guerre. C'est la guerre qu'on nous a fait. Voudrais nous filer le virus de l'homo libéralus, les faux culs de l'air du temps, morgonné et mort aux dents, s'en iront prêter serment au maréchal du moment. À travers ce film, on voit des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient penser par eux-mêmes, s'émanciper dans leur tête et qui ont grandi.
Vous avez, vous aussi, au cœur des luttes et étant souvent porte-parole, grandi de quelle manière, Xavier? Mais moi j'ai tout appris, moi. J'ai tout appris, moi. Avant la fermeture de cette usine, moi j'étais un petit syndicaliste, voilà, c'est ce que je dis dans le film. J'étais, je me battais corps et âme pour que mon collègue qui était polyvalent, il ait sa prime de polyvalence. Le mec, enfin, j'ai fait je faisais du travail de syndicalisme à l'intérieur de l'entreprise. Et j'ai tout appris, même politiquement. Moi, quand l'usine a fermé, je ne savais même pas ce que c'était que le communisme, le socialisme et la droite, la gauche. Enfin, j'étais écolo, j'étais bercé là-dedans. Moi, c'est dans l'écologie. Moi, j'étais bercé par René Dumont, le verre d'eau levé par René Dumont, Haroun Tazieff, Cousteau. Moi, c'est là-dedans que j'étais bercé, plus dans l'écologie que dans le mouvement. Dans les mouvements sociaux comme ça. Oui, l'humanisme et le pacifisme. Ouais, et j'ai quand même beaucoup perdu d'illusions après tout ça, et j'ai mal à dire, mais je crois que malheureusement, cette société, elle doit être changée, et que malheureusement, je crois pas à une solution pacifiste. Je pense franchement que cette société, elle ne pourra pas être changée sans violence, parce que les armes d'en face sont trop fortes, et que va falloir passer à l'offensive avec violence. Et il y a des gens qui me répondent tout le temps oui, mais la violence, la révolution, c'est des morts. Mais le capitalisme, c'est quoi? C'est un tiers de la planète qui meurt de faim. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est 13 millions de sans-abri. Tu vas à Paris, tu vas à Toulouse, des centaines et des centaines de mecs qui crèvent dans la rue, le capitalisme, c'est une catastrophe. On tue les gens à petit feu. On prend les acquis petit à petit. Et voilà, avec les années, les gens ont accepté de perdre, accepté de perdre. Et aujourd'hui, on n'a presque plus rien. Et quand on n'aura plus rien, peut-être que... Mais c'est même encore malheureusement sournois, c'est que on en arrive aujourd'hui à ce que ce système capitaliste a réussi à faire perdre aux gens les vraies valeurs des choses. Parce que quand on dit quand les gens auront plus rien à perdre, ils se battront. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils pensent ne plus rien à perdre, c'est purement matériel. Pendant que les gens, ils ont encore un écran plat et une voiture, ils ont l'impression qu'ils ont tout à perdre. Moi, quand je parle de valeurs, quand je parle de choses à perdre, c'est les valeurs humaines. C'est le bonheur, c'est-à-dire la santé, l'amour, l'amitié. C'est tout ça les vraies valeurs de la vie, je pense. Et quand le système capitaliste a réussi malheureusement à créer une société à son image, une société chacun pour soi, une société matérialiste, une société qui consomme, une société égoïste. Et il va falloir revenir. Je pense que cette lutte, elle a permis à ça. Moi, je pense que sur 1100 bonhommes, il y en a au moins 300 ou 400 qui ont pris une conscience de lutte, une conscience de classe, une conscience politique, syndicale. Ça, c'est important. Et de dignité aussi. Ah, la dignité, oui. Je pense qu'il n'y a pas un Conti aujourd'hui qui est pas fier de sa lutte, qui est pas fier de ne jamais avoir baissé la tête, quoi. On a affronté quand même tous les croche-pieds qu'on a évités, monstrueux, mais grâce aussi à Roland Spirko, qui est une montagne d'expérience. Et quand je vois d'ailleurs que ce genre de mec, à la limite, dans les confédés, on n'en veut pas, quoi. Ils sont trop radicaux, ils sont trop pour aller à la bagarre. Eux, je pense que les directions syndicales sont devenues des bureaucrates habitués. Et le problème aussi du syndicalisme, il va falloir un jour se poser la question sur le financement. Comment un syndicat peut rester intègre à la tête quand il est financé que par 30% des syndiqués et 70% de subventions de l'État? Voilà, il y a un problème. Je pense qu'arrive un moment, il va falloir... Moi, sincèrement, je serais pour obliger les salariés à syndiquer, à payer leur défense. Parce que quand vous divorcez, quand vous avez... moi, je vois des mecs qui disent « Ouais, mais payer 15 € par mois pour un timbre, c'est trop cher ».
Et quand le mec il est emmerdé avec son voisin parce qu'il a un arbre qui dépasse, une branche qui dépasse, il est prêt à payer un avocat pour ça. Et pourquoi pas payer un avocat pour être défendu au travail? Et pourquoi un avocat pour être défendu pour un divorce, pour un problème avec son voisin, un problème avec son maire Voilà, je pense que aussi il va falloir aussi se poser la question du syndicalisme tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Oui. Et les lions, même jeunes, sont parfois fatigués. Vraiment, la lassitude. Ils ont droit à ce répit, à ce repos, surtout au creux de la nuit. Xavier Mathieu. Une dernière remarque, si je peux abuser à cette heure tardive, Xavier Mathieu. Vous avez été très mis en avant par les médias, souvent isolé. Plutôt vous montrer à vous, mais ce n'était pas votre intention, que ceux dont vous étiez porteur. C'est un handicap pour faire les chemins difficiles de la reconversion? J'en sais rien, honnêtement. Aujourd'hui, j'ai eu quelques rôles dans le cinéma. C'est aussi grâce à mon exposition que j'ai ces rôles dans le cinéma. Et au théâtre aussi, c'était Inflammable. Jolimôme, Inflammable, voilà, une magnifique pièce de théâtre que j'ai jouée avec cette fameuse compagnie Jolimôme. Et mais par contre, aujourd'hui, j'ai le sentiment depuis 4 ans qu'on m'a un peu piqué ma vie. J'ai le sentiment que ma vie ne m'appartient plus vraiment et qu'il est temps que je reprenne ma vie à moi en main, que je reprenne ces petites choses que j'ai perdues, ces petites choses que j'aimais avant, aller aux champignons, aller à la pêche, aller me promener en forêt, aller courir, aller retourner voir mes enfants plus souvent. J'ai le sentiment depuis 4 ans qu'on s'est accaparé ma vie et je me rends compte de ça en ce moment parce que je suis peut-être un peu aussi dans il y a quelques petites périodes de déprime, de moments assez noirs, des choses qu'on perd, des choses qu'on s'est rendu compte qu'on a perdues, des choses qu'on s'est rendu compte qu'on est passé à côté. Et je me rends compte que ouais, ce déferlement médiatique, j'ai l'impression qu'on s'est accaparé ma personne et il faut que je reprenne ça en main. Et je pense que si j'ai un conseil à donner quand même aux gens un jour qui entreprennent c'est dur le fait d'être un porte-parole, c'est de ne jamais oublier de s'oublier. Et je pense que malheureusement c'est ce que j'ai fait. Je pense que pendant 4 ans j'ai trop pensé aux autres, ou du moins pas assez pensé à moi. Je me suis pas assez protégé, j'ai pas gardé cette part de moi qui était moi. Et je pense que aujourd'hui, je crois que je paye un peu ça, il faut que je me réaccapare ma vie parce que là, je pourrais pas tenir comme ça encore longtemps. Faut que je retrouve ces petits plaisirs, le bonheur que je parlais tout à l'heure. Retrouver mes amis, retrouver un amour, retrouver mes enfants, retrouver la santé. Je suis fatigué, je suis très fatigué, un peu déprimé par moments. Et puis là, heureusement que je vis ça, là, cette tournée pour ce film. Au début, je voulais plus, parce que. Mais là, j'ai fait une tournée, je suis allé à Sète, on est allé à Sète, à Montpellier, à Avignon, à Toulouse hier, à Lavelanet aujourd'hui. Ah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, pas d'en reparler, mais de me changer la tête, de discuter avec des gens, de me rendre compte que ça donne de l'espoir aux gens, quoi. Je me rends compte qu'on a donné beaucoup d'espoir aux gens, quoi. Et c'est bien, quoi. C'est bien. Respect, Xavier. Merci infiniment pour ta présence et tes propos et bonne route. Ouais, j'espère. Merci. Et des remerciements majuscules à Jérôme, à Christian, à Xavier bien sûr et à Jacques qui sait à chaque fois nous agrandir un peu plus la vie.
Il y a de la voix va sommeiller au creux de mon micro jusqu'à la prochaine fois. Cette émission hebdomadaire revient tous les jeudis à 11h ou à peu près, repasse le samedi à 7h et vous propose une rediffusion le dimanche à 17h. Il y a même un podcast de 8 jours et parfois plus. Bonne route, portez-vous bien. Salut, n'oubliez pas de lutter au quotidien.